Bonjour à tous et bienvenue pour ce 78e épisode de Passion Immo, un épisode inhabituel puisque nous allons traverser l'Atlantique, nous allons nous rendre au Québec à la rencontre de Nicolas Desgranges. Nicolas qui a énormément de choses à nous dire sur la manière de pratiquer l'immobilier au Québec, mais aussi d'investir dans ce pays dont nous sommes, il faut le reconnaître, si proches. À la fin de cet épisode, vous saurez plusieurs choses. Est-ce qu'il est opportun d'investir au Québec ? Quelles sont les règles de la vente immobilière applicables dans ce pays ? Nous allons voir qu'elles ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en France. Et puis aussi comment fonctionnent les agents immobiliers au Québec, ce qui permettra d'ailleurs de se rendre compte que lorsqu'on dit que la réglementation française est la plus contraignante du monde, on l'entend parfois, c'est pas nécessairement vrai. Et on va voir que la contrainte, le contrôle et la rigueur, ça existe aussi ailleurs et en particulier au Québec. Passion Immo, épisode 78, c'est parti. Qui est Nicolas Desgranges ? Alors Nicolas Desgranges, c'est un franco-canadien, il est arrivé au Québec il y a une dizaine d'années. Nicolas, il a eu auparavant, avant d'arriver au Québec, il a eu une activité assez riche en France. Il était notamment directeur d'agence, il a beaucoup voyagé, etc. Bon, en fait, il s'est forgé quand même une vraie maîtrise de l'immobilier en France. Et puis, ça amène une particularité, c'est qu'il connaît aujourd'hui très bien les marchés de l'immobilier, que ce soit en France et au Québec, et ça lui donne un regard d'une richesse absolument incomparable. Alors, il est spécialisé dans l'accompagnement des investisseurs étrangers sur Montréal, mais au Québec en général. Donc, ce qui va nous amener à lui poser pas mal de questions à ce sujet. Alors, il travaille surtout avec des familles qui vont s'installer au Québec, mais aussi des investisseurs qui, pour certains d'entre eux, ne mettront jamais les pieds au Québec, mais qui cherchent en fait à diversifier leur patrimoine. Alors, c'est avant tout un chef d'entreprise, Nicolas, puisque il travaille au sein de Nicolas Desgranges Immobilier. Alors, ce qui l'empêche pas aussi d'avoir une activité pour faire connaître les possibilités d'investissement au Québec, notamment en direction des francophones européens. Et puis, il s'occupe aussi de gestion immobilière. Donc, on voit que la palette est large et il essaie de couvrir l'ensemble des possibilités dans ce domaine. Alors moi, ma première question, évidemment, ça concerne les investisseurs en France. Et j'ai voulu demander à Nicolas si, après tout, l'univers de l'investissement en France, il n'était pas trop étriqué, et est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à aller regarder du côté de l'étranger, et surtout dans un pays avec lequel nous sommes très proches culturellement et par la langue, qu'est le Québec. Globalement, vous êtes dans un pays extrêmement stable, qui a une population en croissance, une économie en croissance, des matières premières qui viennent un petit peu servir de caution à ce développement futur, et un système politique stable, un système juridique extrêmement stable et similaire au système français. Alors, on va y venir après, justement. Ouais. Voilà. Avec des rentabilités qui sont relativement similaires en plus au système français. Dans le résidentiel, si vous arrivez à du 4% net, c'est bien. On peut faire plus, mais après, il faut acheter plus gros et y apporter plus de jus de cerveau. Donc, on n'y va pas on n'y va pas parce que c'est très rentable. On y va parce que c'est stable et on y va parce qu'on croit au futur du pays et à son développement. L'immobilier prend à peu près 10% par an depuis 5 ans. Avec une population qui a pris 1 million de personnes l'année dernière. Donc voilà, pour un client, un bon père de famille, c'est quelque chose qui est stable, qui est fiable et qui permet d'investir dans une autre économie qui ne va pas forcément suivre les cycles économiques européens. Ouais, c'est ça. Diversification. Ouais. Et donc, dans une optique plutôt de long terme, j'imagine, vu ce que tu viens de dire, plutôt une optique de long terme. Donc finalement, on n'y va pas pour faire des coups rapides, on est plutôt là pour vraiment de la pérennité d'investissement. Bien sûr, on est là sur du long terme, on parie sur le futur du pays, sur ce qui va devenir, pas sur ce qu'il est aujourd'hui, même si tous les indicateurs sont au vert, mais les indicateurs sont au vert fluo, avec ce qui s'en vient.
Donc, c'est pour ça qu'on le fait. Les bons coups, les coups rapides, qu'on appellera des flips Mmh. en Amérique du Nord, sont déjà faits par les locaux. Mmh. Donc, on y est tous les jours. Moi, c'est un peu ma spécialité pour mes clients d'ici. Mmh. On achète des immeubles, on négocie avec les locataires à leur départ, on rénove de fond en comble les immeubles, on prend des engagements environnementaux pour avoir des taux plus bas. Et on les revend une fois qu'ils ont été rénovés, plus stabilisés. Alors, Ça, est-ce c'est du qu'on... flip. Des D'accord. conseils aux Français. Ouais. Donc, c'est ce que tu vas pas conseiller, en fait, à l'investisseur français. Non. Et pour Acheter un immeuble qu'on vient de rénover, oui. D'accord. Lui vendre de la stabilité. Vraiment, je pense que quand on n'est pas dans un pays, il faut investir en bon père de famille sur des choses qui ont déjà été stabilisées avec le moins de risque possible. Parce qu'on n'y est pas en cas de problème. Ouais, ouais. Alors, avant d'aller un peu plus dans le détail, j'aimerais bien qu'on analyse rapidement la différence de situation entre aujourd'hui, en 2024, la situation de l'immobilier en France et la situation de l'immobilier au Québec. En France, on vit des temps un petit peu compliqués parce qu'on a beaucoup d'incertitudes. On a une crise du logement qui est réelle. On a eu une augmentation des taux qui a été assez forte. Bon, même si elle commence un petit peu à refluer. On a des banques qui sont devenues extrêmement frileuses, ce qui fait qu'aujourd'hui, un investisseur s'interroge quand même sur son investissement potentiel, en tout cas en France. C'est quoi la situation de l'immobilier au Québec aujourd'hui? Alors, le Québec, on va attraper les points. On va essayer de montrer les similitudes dans un premier temps. Le Québec il manque 600 000 logements au Québec Mhm. pour une population à 8 millions. D'accord? C'est un gros, gros manque de logements. Oui, donc on a un gros manque. OK. Voilà. Donc là, il y a une ressemblance avec la situation Une vraie française. crise, exactement. Ouais. On a une population, enfin, on a des taux d'intérêt qui ont considérablement augmenté, Mhm. donc similaire à l'Europe. On est à combien aujourd'hui au Québec? En résidentiel, on va être sur un engagement à 5 ans parce qu'on est en taux variable ici. Oui, voilà. Un engagement fixe, si on fixe le taux sur 5 ans, on va être sur du 5,80. Et si on le laisse variable, je crois que je suis à 6,45 ce matin sur mes taux variables. D'accord. Ce que tu veux dire par là, parce que me semble-t-il, mais je peux faire une erreur, hein, là, il faut pas hésiter à me rectifier. On est plutôt sur du prêt à taux variable, mais qui va être fixe sur une durée, une base de 4-5 ans, je crois, et après on passe à taux variable, ou c'est un peu plus compliqué que ça? Alors, premièrement, mon ordre professionnel m'interdit de parler de taux, normalement de taux hypothécaires et de pratique hypothécaire parce que c'est le métier d'un autre professionnel. D'accord. Maintenant, je vais rester généraliste. Euh, on est sur des systèmes où on a une durée d'amortissement qui est négociée, 25-30 ans, et on a une durée de contrat avec la banque qui ne sera pas la même. Vous pourrez changer 5 fois de banque pendant les 25 ou les 30 ans. Donc, on va prendre un engagement avec la banque entre 1 et 10 ans. La majorité, c'est 5 ans que les gens prennent. Et sur ce 5 ans, vous avez le choix d'être en taux variable capé, en taux fixe. Pendant très longtemps, les gens ont pris des taux variables parce qu'ils pensaient que ça continuait à descendre. Quand les taux ont commencé à remonter, les gens ont pris des taux fixes sur 5 ans parce qu'ils pensaient que ça allait monter plus haut. Et les gens qui signent aujourd'hui des prêts vont le prendre en variable parce qu'ils pensent que ça descend. D'accord. Et donc, on est quand même sur un système qui est, en termes de financement, qui n'est pas tout à fait identique à celui de la France. Absolument pas, ça change tout. Ah, Sur ouais, une grande transaction immobilière, c'est un ouais, risque qu'il faut absolument prendre en compte parce qu'il peut faire passer un immeuble très rentable à l'immeuble au pire investissement de votre vie. c'est ça. Si vous avez acheté un 1,85 il y a quelques années et que là vous arrivez à 6,40, Ouais, ouais, vous n'avez pas intérêt à avoir mis 5% d'apport. ouais, ouais. D'accord. Oui, donc l'économie globale de l'investissement est différente du fait de ce mode de financement qui n'est pas le même. Bon. Mais alors, de fait, l'investisseur français qui veut acheter au Québec, qu'est-ce qu'il fait? Il se finance plutôt en France ou il se finance plutôt au Québec? Qu'est-ce qu'on va lui dire à ce niveau-là? Est-ce qu'il a une préférence? Ça dépend de la taille du client. Un client qui n'est pas un investisseur professionnel.
qui n'a pas en fait de marge ouverte auprès d'une banque française, va se financer au Canada. D'accord. S'il a des marges ouvertes en France, qu'il est promoteur immobilier, c'est son métier, par exemple, et qu'il a des marges ouvertes en France, il va acheter avec les taux français capés sur 30 ans. C'est génial. Ouais. Avec des taux fixes. Mais vous avez un marché, donc là, c'est là qu'on rentre dans les différences du marché. Vous avez un marché extrêmement rapide au Québec. Malgré qu'on a des taux d'intérêt qui ont explosé. Malgré on a quand même, enfin, en comparaison, on a 600 000 logements qui manquent. Donc, les prix continuent de monter parce que la population augmente et les salaires augmentent. On a un rattrapage au Québec. Il faut comprendre que la plus grosse ville du Québec, qui est Montréal, est aujourd'hui 35% moins cher au pied carré, ou au mètre carré, qu'une ville comme Toronto. Pourtant, les salaires n'ont que 5 à 6% de différence. Donc, en fait, le pouvoir d'achat du Québécois est plus élevé en moyenne si on prend le mètre carré immobilier. Donc, ils continuent à acheter. Donc là, le marché a commencé, nous, c'est très saisonnier parce que tout le monde déménage à la même date dans le résidentiel. Ouais. Si on reste dans le résidentiel, là, tout ce que je dis, c'est dans le résidentiel pour l'instant. Ouais. Donc, là, le marché commence maintenant, il va se calmer en juillet. Et le marché commence très fort avec des multi-offres où on peut acheter au-dessus du prix demandé. C'est une autre particularité du marché. Alors, est-ce qu'on peut l'expliquer, cette particularité ? Oui, je l'ai eu par exemple il y a 2 jours. On met une propriété sur le marché à son prix, au prix qui a été estimé. Ouais. Et on va avoir 7 personnes qui vont faire une offre. Ces offres seront fermées. Elles sont présentées au même moment aux clients. On a pratiquement toujours 2 courtiers au Québec, un courtier du côté acheteur, un courtier du côté vendeur. Les courtiers acheteurs envoient tous leurs offres au courtier vendeur, qui va les présenter en même temps au client, qui va prendre une décision. Chez nous, une offre, quand tu mets une annonce en ligne à un certain prix, c'est une invitation à recevoir des offres. Donc, ça ne t'oblige en rien. Il pourrait t'offrir ton prix. Si tu n'as pas envie de lui vendre, tu ne lui vends pas. Et donc, comme les offres sont cachées, quand tu es en 3e position, tu sais qu'il y a déjà 3 offres parce qu'on a un système de messagerie entre courtiers qui est un système où tu peux rien effacer, qui est géré par notre, en fait, un petit peu le gendarme du métier au Québec qu'on appelle l'OACIQ, l'organisme de régulation en fait du marché immobilier, qui nous a mis une application en place et on discute entre nous. Donc, ce qu'on dit a un poids et il va pas être utilisé contre nous devant une cour. Et on va dire, je suis à 3 offres. Donc, tout le monde sait qu'on a 3 offres. Je suis à 4 offres. Et voilà, tu peux arriver à 5 offres. Et à 5 offres, tu commences à avoir une montée des prix, même à partir de 2 offres. Et donc, tu as des gens qui mettent au-dessus du prix parce qu'ils veulent vraiment l'appartement. Et ça se joue pas que sur le prix, ça se joue sur d'autres conditions aussi. Mais c'est très intéressant parce qu'en fait, au Québec, ce sont les courtiers immobiliers qui rédigent les avant-contrats et le notaire va en quelque sorte les valider. Avec des frais de notaire bien plus faibles qu'en Europe. Et c'est aussi un peu une différence, c'est qu'on va se retrouver à avoir des prix achetés au-dessus du prix demandé. J'ai des Français toujours qui font des drôles de tête avec ça. Ah oui, oui, parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de ça, très clairement. On est plutôt sur le prix du haut du mandat, et puis ah oui, là, il y a vraiment une rigidité côté français là-dessus qui est extrêmement. J'avais eu un Français qui m'a fait une offre très intéressante, qui m'a dit Nicolas, c'est comme si j'arrive chez Mercedes, je demande le prix de la voiture et il me dit 100 000, et je lui dis allez 110 000, on fait une affaire. Ah ouais, oui. Et il me dit ça n'a pas de sens. Je fais oui, ça n'a pas de chance, mais tu n'es pas obligé de monter. C'est à toi de faire tes calculs. Ouais. Moi, c'est ce que je dis à mes clients. On fait un calcul de combien ça vaut, on regarde les comparables, on met ce qu'on est confortable et on ne montera pas. On restera là. Mais des fois, il y a de l'orgueil. Où il y a une situation où il y a une très bonne école à côté, tu vas absolument y être. Où on a tous les deux des travails à côté et on veut pas. C'est celle-ci qu'on veut. Donc, madame lui dit, tu te débrouilles comme tu veux, mais moi, je la veux, la maison. Donc, je vais te dire, tu mets le montant que tu veux, il faut qu'on ait. D'accord. Alors toujours dans cette exploration de process qui sont pas tout à fait les mêmes, tu parles de courtier immobilier. Quelle est la différence entre un courtier immobilier et un agent immobilier si on compare avec notre système français? Déjà, on n'a pas de mandataire chez nous, ce serait impensable. Chez nous, un courtier immobilier, c'est un agent immobilier, mais il a sa propre carte. Donc, il passe un examen d'État, d'accord, qui est géré par l'OACIQ, qui est l'organisme qui nous contrôle.
On va passer un examen d'État après avoir passé une formation qui est reconnue. Cette formation va durer à peu près 6 mois en temps plein. On passe un examen qui est pas facile. Qui est pas facile. On passe notre examen. Une fois qu'on a notre examen, on a le droit d'être courtier immobilier. 98% des courtiers immobiliers décident d'aller dans des bannières qui vont leur apporter un soutien marketing, leur premier client, une façon de travailler et un support administratif. D'accord. Donc, c'est un petit peu la différence. La différence se place surtout sur on a tous notre diplôme, on a tous notre assurance et on est régi par un organisme qui nous contrôle. Oui, alors de ce côté de l'Atlantique, on se plaint souvent d'une rigidité, d'une profession immobilière qui est très réglementée, etc. Finalement, côté canadien, alors je ne sais pas si c'est tout le Canada qui fonctionne comme ça ou uniquement le Québec, c'est assez draconien en fait. Du côté du Québec, on a un gendarme très efficace, de plus en plus efficace, qui se donne de plus en plus d'outils pour suivre les courtiers. On a des outils où en fait on partage tout. Il faut savoir c'est une différence du marché, c'est qu'on a une application qui s'appelle Centris. Et dans le résidentiel, on n'a pas le choix. Il faut que ça passe par Centris. C'est 95% du marché. Ce chiffre n'est pas vérifié. Il faudrait que je vous revienne avec un chiffre, mais globalement, la grande majorité des biens immobiliers se vendent par cette plateforme sur laquelle les courtiers acheteurs et vendeurs se connectent. Cette plateforme est fournie par notre association professionnelle, qui est une association. On utilise tous le même, d'accord, qui s'appelle Centris, qui est connecté d'ailleurs à la plateforme canadienne qui s'appelle Realtor. Et donc, moi, en tant que courtier, si je signe un mandat de vente, je vais le mettre automatiquement. Donc, j'ai l'obligation de le mettre dans le délai, c'est immédiatement, qui est marqué dans notre règlement. Immédiatement cette plateforme, et je le partage avec tous les autres courtiers. Et la rémunération est claire, elle est enregistrée. Les courtiers peuvent savoir exactement combien ils touchent s'ils vendent le logement. En général, on fait 50-50. La commission de 4% est payée en général par le vendeur, enfin toujours pour le vendeur, mais en général 4%. D'accord. Et on partagera en général 50-50 avec le courtier en face. Donc ça aussi, c'est une différence. C'est que vous avez un courtier qui représente les intérêts du vendeur et un qui représente les intérêts de l'acheteur. Et non pas comme en France, quelqu'un qui est un peu schizophrénique et qui défend les intérêts des deux parties. Je vous rassure, pendant longtemps au Québec, ça a été pareil. C'est l'année dernière, en septembre, qu'il y a eu un grand coup de poing de notre organisme d'autorégulation qui a dit, bon, maintenant, on arrête. D'accord. Et quelle a été la motivation? Ouais. Et Nicolas, quelle était la motivation de cette réforme? Parce que c'est une réforme importante, en fait. Prononcée par l'OASIC, mais ils sont dans une recherche de valorisation du métier, recherche de qualité du conseil qui est donné. Ouais. Et donc, ils estiment qu'un bon conseiller ne défend qu'une partie de la transaction. D'accord. Je pense que c'est pour ça. Moi, je trouve qu'ils font un travail remarquable. Des fois, ils font mal quand ils le font, mais bon, c'est pour leur mission première est de protéger le public. Ouais. Et alors, quel est le niveau de la vente entre particuliers? Elle existe ou pas trop? Alors, elle existe. Ouais. Je suis souvent sur des dossiers où je représente mon client acheteur et en face de moi, j'ai quelqu'un qui a choisi d'être sur la plateforme de vente en direct. Alors, c'est pour l'instant minoritaire, clairement. On est dans un pays où les lois de la consommation protègent beaucoup moins qu'en France. Donc, on peut se retrouver avec des histoires d'horreur. Nous n'avons pas de diagnostic. Nous, dans une vente, c'est une des différences que j'allais donner. On fait venir un inspecteur en bâtiment qui vient inspecter l'immeuble et qui rend un rapport. Mais on est très loin des diagnostics français. Donc, si t'es pas accompagné, bon courage derrière pour te débrouiller parce que il n'y a pas une assurance d'un professionnel qui va venir payer en cas de problème. Ça va être deux particuliers qui se battent. Plus compliqué pour le juge. Le juge pose pas de questions quand il y a un professionnel, c'est de sa faute. D'accord. Il a raison, c'est les assurances qui payent. Maintenant, entre particuliers, c'est un peu plus compliqué. Donc, pareil, je n'ai pas le droit, mon ordre professionnel m'interdit de critiquer cette pratique. Mais ça remplit pas mal les salles de procès. Les juges sont friands de ce genre de dossier actuellement. Il y en a beaucoup. D'accord.
On a compris. Et alors, quelle est la proportion de ventes entre particuliers sur l'état au Québec? Voilà. Si on prend le Québec, c'est quoi la proportion de ventes entre particuliers? Je ne la connais pas. Quand j'avais regardé en commençant le travail il y a 5 ans en tant que courtier, Ouais. on était moins de 8% de transactions de propriétaire à propriétaire. Mais je ne sais pas ce que ça incluait. Parce qu'attention ici, ça c'est le résidentiel. Hum. Si vous achetez un immeuble de plus de 4 portes, donc par exemple 5 adresses résidentielles, il devient commercial au sens de la loi. Ah, ouais, Dans le d'accord. commercial, il arrive Ouais, très fréquemment que des professionnels entre eux se connectent ouais, pour ouais, présenter des portefeuilles. ouais. Et donc, ces transactions-là sont enregistrées au registre foncier. Il y a des notaires qui les signent, donc on a des statistiques là-dessus, mais ça ne rentre pas dans les statistiques de ce qui s'est vendu en intercourtier. Hum, hum. Alors, tu décris quand même des modes de fonctionnement qui sont pas du tout les mêmes que la pratique française. Alors, comme tu as un regard sur les deux, est-ce que tu as la possibilité de nous dire finalement tu te sens le plus à l'aise dans lequel des systèmes? Le français ou le québécois? Je pense qu'à partir du moment où on aime notre métier, je parle du métier d'agent immobilier ou de courtier immobilier, on valorise avant tout un métier de conseil. On accompagne des gens à faire la plus grosse transaction de leur vie. Mhm. Je suis pour que le public soit le plus protégé possible, que le métier soit le plus encadré possible, et que la personne qui va conseiller ne se retrouve pas sur deux chaises et ait le meilleur niveau de formation possible. Donc, j'aime beaucoup le système dans lequel je travaille aujourd'hui au Québec. Oui, il est contraignant, mais il est nécessaire. Mhm. Tous nos documents sont scannés d'une façon particulière. On a des règles pour tout. Maintenant, c'est sur le respect de la vie privée. Donc, on est vraiment très encadré, mais avec des beaux outils qui sont développés, des outils de partage. On a un métier qui est, c'est le deuxième point, donc sécurité et professionnalisation des acteurs. Le deuxième, c'est ce partage. On est en partage. On n'a pas cette guerre interagences. Ah Et oui. pour Ouais. le client acheteur, c'est quand même génial. Il a, Ah, ouais. signant courtier immobilier, il a le marché devant lui. Ah oui. Ouais. Il n'a pas, mais qu'est-ce que tu as, toi, en portefeuille? On s'en fout. Ouais. J'ai le C'est pas le portefeuille problème. de tous les autres courtiers immobiliers du Québec dans le résidentiel. Mhm. Donc, je gère beaucoup de nouveaux arrivants, même s'ils sont dans une ville que je ne connais pas forcément, je vais pouvoir leur dire exactement ce qu'il y a avant. Planifier les visites avec un agenda partagé avec tous les courtiers. Euh, on a quand même des outils très efficaces. Donc, je dirais que oui, on est au 21e siècle en immobilier au Québec. D'accord. J'ai compris le message. Alors maintenant, on va aller plutôt du côté de l'investissement. Donc j'imagine que tu as des demandes d'investisseurs français qui veulent se tourner du côté du Québec. On est dans quelle catégorie d'investisseurs? Des investisseurs déjà d'une taille suffisante en termes Il y a deux grandes d'investissement? familles. Pardon, alors Il excuse-moi. y a deux grandes familles. Ouais. Il y a le, le couple français. C'est important de dire qu'ils sont deux. C'est en général le couple français qui a déjà propriétaire de sa résidence principale, qui est déjà pas mal remboursé, qui cherche à investir en immobilier locatif et qui aimerait investir hors de l'Europe. Non pas qu'il n'aime pas la France, ça n'a rien à voir, mais en général, il se dit, je veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. D'accord? Mhm. Donc pour lui, le Canada, c'est un pays qui a de la progression devant lui. C'est un peu comme c'est dur de le dire, mais c'est un peu comme un pays en voie de développement, Mhm. mais qui Non, a bah, la stabilité financière et politique d'une grande nation stable. Voilà. ouais, ouais. Donc c'est le Canada. Les Canadiens sont connus pour être paisibles, pour être organisés, pour être Mhm. travailleurs, pour être. Donc c'est une très belle image. Et donc c'est un petit peu c'est un petit peu comme le compte en banque suisse pour certaines personnes qui ont beaucoup d'argent et qui veulent pas qu'on puisse leur prendre dans le compte. Ce sera un petit peu l'investissement safe, Mhm. investissement sécuritaire. Donc ça, c'est mon premier type de clientèle. Ils vont en général acheter, à l'époque, ils achetaient un petit appartement en copropriété qu'on appelle un condominium chez nous. Mhm. Malheureusement, il y a une loi depuis 2 ans qui interdit l'achat d'immeubles de moins de 4 portes dans des zones fortement urbanisées, donc en manque de logement, à des étrangers.
Donc, malheureusement, ça, c'est une nouvelle loi qui a été votée pour 2 ans. Elle a été reconduite il y a quelques semaines. Donc, Oui, il n'y a pas longtemps, effectivement. Ouais. On a 3 ans devant nous, là. Donc, ce sera interdit. Donc, ces clients-là, aujourd'hui, sont obligés de se rabattre soit sur du chalet. Donc, le chalet, pour nous, est une maison en campagne, dans une zone fortement boisée, avec une densité très faible. La rentabilité est très faible si on loue à long terme. Après, il y a la location court terme. Moi, perso, c'est un secteur que je ne travaille pas. Et pour moi, les immeubles ont été vraiment surévalués. Après la Covid, on a eu des taux de remplissage exceptionnels. Donc, on vendait ces immeubles sur des revenus locatifs qui étaient exceptionnels. Donc, en général, 10 fois le montant de revenus brut. Et aujourd'hui, quand on se rend compte qu'un immeuble qui faisait 130 000 à l'année fait plus que 70 ou 80, sa valeur a baissé. Il n'y a pas que les revenus, il y a aussi la plus-value auquel il faut penser. Donc, ces gens-là, aujourd'hui, sont plutôt bloqués. Même pas plutôt, ils sont bloqués. Donc, c'est une clientèle qu'on a beaucoup perdue. Ça nous a obligé un petit peu de changer notre fusil d'épaule. Et on est maintenant principalement sur de l'investisseur chevronné, qui a déjà un beau portefeuille en Europe, qui en général a déjà sa recette magique en France. Il va dire, moi, je suis dans tel type de ville, avec tel type d'exposition, avec tel type de fondation, ils savent tout. Et ils nous contactent pour investir une partie de leur portefeuille plutôt en diversification au Québec. Et ils sont toujours choqués, en tout cas c'est mon expérience, ils trouvent que la rentabilité, au premier abord, la rentabilité de caissier, la rentabilité, ce qu'on appelle le cash flow, des premières années est plutôt faible par rapport à ce qu'ils arrivent à avoir en Europe. C'est toujours la première réaction qu'ils ont. On leur explique que il faut voir sur le long terme, il faut voir qu'on a une plus-value. Bien sûr, les performances du passé ne prédisent pas ce qui va se passer dans le futur, mais on a quand même, avec 600 000 logements qui manquent au Québec, dans 3 pôles urbains, hein, parce que globalement, le Québec, tout le monde vit à moins de 100 km du fleuve. Globalement, on sait que les prix vont continuer à augmenter. D'accord. Et il y a les fameux refinancements. On a un système de refinancement très intéressant au Québec qui est inspiré de l'Amérique du Nord avec une hypothèque. On appelle ça un crédit hypothécaire, une hypothèque sur le bien. Et on va toujours te laisser la possibilité de réévaluer la valeur de ton bien avec un évaluateur agréé et d'aller chercher la différence de valeur entre ce qui reste à rembourser, l'hypothèque originale de la banque plus la prise de valeur. On va pouvoir te repasser toute cette partie-là et d'aller racheter un immeuble avec. Donc, tu vas rester avec un taux d'endettement très élevé. Tu vas pouvoir toujours racheter des immeubles. Donc, tu vas pouvoir racheter tous les 3 ans, 4 ans. C'est intéressant. De sortir de cette façon, en fait, d'encaisser sa plus-value sans avoir vendu l'immeuble. C'est ça, ça rend la plus-value de l'immeuble disponible. Et chez nous, c'est pas quelque chose où il faut voir une banque particulière. Toutes les banques le font. C'est quelque chose d'habituel. Donc, faut juste pas qu'il y ait une crise immobilière. Mais tant que ça avance, tant que ça croît, c'est magique. Les gens bâtissent des portefeuilles très rapidement. Ça plaît aux investisseurs. Un système qui avait été à l'étude en 2007 en France, mais la crise de 2008, elle a fait complètement balayer l'idée, quoi. Voilà, mais c'était à l'étude. Ouais. Si je devais protéger la population française, enfin la population d'un pays, je l'aurais autorisé qu'aux professionnels et pas aux particuliers. Ah oui, d'accord. Se méfier quand même. C'est un outil dangereux dans le sens où quand il y a un retournement de marché, il faut avoir de la trésorerie. Ouais. Et souvent, la trésorerie est entièrement dans les immeubles. Donc, il faut quand même se méfier. Personnellement, je l'utilise, mais je m'arrange toujours pour avoir 25 ou 30% d'apport sur mes immeubles. Ah oui, d'accord. Marge dégagée. Ce qui me permet, en cas de problème, d'aller éventuellement me refinancer un petit peu. Mais beaucoup de professionnels ont tendance à maximiser toujours leur capacité d'achat. Donc, racheter toujours plus gros. C'est un choix. Ouais. Alors, je voudrais qu'on aborde un petit peu la question fiscale. La fiscalité au Québec sur
les loyers. Si on peut la résumer en quelques phrases. Bon, je sais que c'est toujours compliqué de résumer la fiscalité, mais je me dis qu'il est peut-être plus simple de résumer la fiscalité québécoise que la fiscalité française sur les loyers, qui est quand même assez complexe et qui c'est encore plus compliqué ces dernières semaines avec des incertitudes dont on se serait passé. Comment on pourrait la synthétiser, la fiscalité au Québec? Déjà, simplicité. Ah oui, bon, bah alors déjà... Stabilité. D'accord. Ok, simplicité, stabilité, je pense que c'est la première chose. Il y a une convention fiscale France-Québec qui va déterminer quelle sera votre fiscalité. Elle est relativement simple. Vous allez être sur 25% des revenus nets. Dégagé donc au Québec, hein, c'est ça. Sachant qu'au Québec, vous avez le droit d'amortir un bien en tant que personne physique. Investi dans un bien immobilier, vous avez le droit de l'amortir. Donc, y compris sur de la location nue, parce que je ne peux pas faire en France. Ouais. On n'a pas cette distinction de nu, pas nu, l'MNP, tout ça, ça n'existe pas. Ah ouais. Oui, bon, c'est loué en résidentiel, boum. Donc, c'est très simple. Le système d'amortissement n'est pas un cadeau fiscal. Hein. On pousse dans le futur l'impôt, on la repousse. On aime toujours la repousser. On espère que l'inflation va lui régler son compte. Et globalement, donc ça simplifie les choses. Il y a une petite particularité récente sur les non-résidents qui est intéressante. J'aimerais en parler vite fait parce qu'elle touche la trésorerie, les cash flows, le fameux cash flow. Elle touche la trésorerie des investisseurs. C'est que la personne qui encaisse le loyer, donc soit le gestionnaire immobilier, soit le propriétaire, va se retrouver à devoir au gouvernement de façon mensuelle à payer au gouvernement, en fait, à Revenu Canada, 25% des loyers bruts tous les mois. Ça veut dire que vous recevez 1000, vous donnez 250 tous les mois sur un compte au niveau de Revenu Canada. Donc, vous faites un chèque, vous faites un virement tous les mois. L'impôt est payé tous les mois. Et à la fin de l'année, vous allez faire une déclaration d'impôt et ils vont vous rembourser la différence entre le brut et le net. D'accord. Ils vont faire un chèque. Et chez nous, ce qui est intéressant, c'est quand on te fait un chèque en retard, quand l'État te fait un chèque en retard, tu reçois un chèque d'intérêt. Ils en ont d'intérêt que toi s'ils ne payent pas. Voilà. Et tu reçois des chèques d'intérêt, c'est vrai. J'ai pas compris. Bon, comme l'administration française déjà est en retard, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un petit peu le système. On va avoir une double imposition. On va avoir donc une loi, une convention fiscale qui est là pour empêcher la double imposition. Vous allez déclarer vos revenus en Europe. Après, je ne peux pas parler pour le côté européen parce que tout dépend vraiment du profil de l'investisseur. Mais au Québec, ça va être du 25% de vos loyers nets. D'accord, ok. Après amortissement. Ouais. Et donc, la simplicité du système fiscal. Aussi avec cette absence de différence entre la location nue et la location meublée qui est quand même aujourd'hui un vrai casse-tête en France. C'est-à-dire qu'on évite de rajouter des lois et si on les supprime, on en refait une nouvelle. Ah, d'accord. Ouais, nous, bon. Alors, après, on est dans un pays d'avocats fiscalistes. On est quand même dans un pays où on a un code civil et la common law en même temps. Oui, tout à fait. La jurisprudence et le code civil qui viennent. Ça. Ouais. Donc, on est plein d'avocats très spécialisés qui nous permettent d'augmenter un peu nos charges. On va dire ça comme ça. D'accord. Alors, on vient de parler de fiscalité. Moi, j'ai une autre question, parce que comme tu nous dis qu'il y a une pénurie de logements, j'imagine qu'il n'est pas très simple d'acheter un bien. Qu'en est-il à ce niveau-là? Parce qu'on peut très bien être un investisseur français qui a des visées pour acheter au Québec, mais finalement, est-ce qu'il y a tant de biens offerts sur le marché que ça? Alors non, comme on a une seule plateforme où tout est à vendre, je vais vous dire exactement combien j'ai de biens actuellement résidentiels à vendre au Québec. Ça peut être marrant de le savoir tout de suite. J'ai moins de 60 000 biens, je crois, sur tout le Québec actuellement en vente. Ah, mais c'est pas beaucoup. C'est rien. Le stock est ridicule. Ah, le stock est ridicule et le délai de transaction moyen, il y a moins de 40 jours. Ça veut dire qu'entre le moment où vous mettez sur le marché et ça passe chez le notaire, il y a 40 jours. Ah oui. Oui, on travaille vite. Ah ouais, mais 60 000, là, j'avoue que je tombe à la renverse. On n'a rien à vendre. Donc, bien sûr, il y a des choses mes clients arrivent à acheter. Le problème, c'est quand ils n'ont pas assez de budget. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que malheureusement, comme les taux d'intérêt ont augmenté,
l'apport nécessaire va être toujours de plus en plus important. C'est ça. C'est l'apport qui vient, vu que tu es à distance, tu veux un bien qui s'autopaye. Donc, c'est toujours la question qu'ils me disent combien je dois mettre pour que ça s'autopaye. Ben, tout dépend de ce qu'on achète. Si on achète du neuf dans une tour en béton, où on met béton métal canon, il faudra peut-être mettre 75% d'apport, que ça s'autopaye. Même 80. Et si on achète de l'ancien, on va être facilement à 50. Sachant qu'avant, le minimum, c'était 35% que les banques demandaient pour les non-résidents. Il y a 35%, ça roulait. Il y a 5-6 ans, 35%, ça roulait. Maintenant, Mais c'est plus le cas. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. 35%, c'est pas suffisant. Parce que les prix ont augmenté plus vite que les loyers. Les loyers ici, l'augmentation des loyers est proportionnelle. En fait, chaque année, vous calculez l'augmentation de vos frais. Vous mettez tous vos frais dans une calculatrice sur le site du tribunal du logement, administratif du logement, le TAL, un tribunal qui ne gère que la relation propriétaire-locataire. Vous allez mettre vos augmentations, vos taxes foncières, vos assurances, vos charges. Et vous allez avoir, ils vont vous calculer une moyenne d'augmentation de vos charges et vous allez pouvoir augmenter le loyer du même ratio. D'accord. Donc, le problème, c'est que les dernières années, on a eu peut-être des prix qui augmentaient de 12% avec le droit de mettre 2%, de rajouter 2% de loyer. Donc, on a pris un retard entre les loyers et le prix des logements. Donc, c'est sûr que la rentabilité a baissé. Par contre, les prix des logements ont explosé. Donc, même si j'ai beaucoup de propriétaires qui m'ont suivi à 5 ans, je les remercie déjà. En général, ils me remercient quand ils vendent. Parce que la plus-value a été très intéressante ces 5 dernières années. C'est ça, ouais. Mais effectivement, aujourd'hui, il va falloir acheter un peu plus gros pour retrouver de la rentabilité. On va acheter du 10-12 logements, donc des immeubles avec 12 logements. On appelle ça des plex chez nous. Et on va acheter un 12 plex. Et là, oui, on va se retrouver à avoir des rentabilités intéressantes. Et c'est comme d'habitude, quand les prix augmentent, on achète en gros pour baisser le prix unitaire. Donc, ça veut dire quelque part que le ticket d'entrée, il est relativement élevé quand même. Élevé, ça veut rien dire, parce qu'à Montréal, il est élevé. Dans le neuf, aujourd'hui, deux chambres de 60 mètres carrés à moins de pratiquement 600 000 $. Dans le neuf, ça n'existe pas. Mais il y a une grosse différence avec l'ancien. Dans l'ancien, à 400 000, on pourrait trouver. D'accord. Il y a eu une grosse différence entre l'ancien et le neuf. Et après, il y a d'autres villes. Par exemple, j'ai le cas d'un client qui a 400 000 de budget, d'accord, en dollars canadiens, cash, il veut pas de financement. À Montréal, je peux pas lui trouver grand-chose parce qu'il n'a pas le droit d'acheter en dessous de 4 logements, parce qu'il est non-résident. Par contre, je lui achète un immeuble de 5 logements dans une ville à 40 minutes de Montréal. Donc, il y a des possibilités. Un coût unitaire qui est en dessous de 100 000 $ la porte. Ouais. Mais alors... C'est de Montréal. Ouais. Je reviens quand même sur ce fameux chiffre de 60 000 logements à la vente actuellement, que je trouve assez effarant quand même. Ça veut dire que aujourd'hui, l'investisseur français, il va attendre quand même. C'est-à-dire qu'entre le moment où il se dit oui, j'ai envie d'investir sur le marché québécois et une possibilité qu'un logement lui soit accessible, il va peut-être s'écouler beaucoup de temps, non? Non, pas forcément, parce que non, pas forcément. D'accord. Par exemple, je vous donne le vrai chiffre. Actuellement, il y a 61 477 propriétés à vendre au Québec. Tout compris, commercial, résidentiel, terrain, propriété, on parle. C'est rien. Donc en résidentiel, il va y avoir moins de 40 000. D'accord. D'accord, mais très très peu à mettre en vente. Donc c'est sûr que c'est pas... On a peu de choses à vendre, mais il y a quand même des échanges. On a quand même beaucoup de transactions. Donc heureusement pour nous. Donc il y a des choses à acheter. La seule chose, c'est qu'il va falloir vraiment, quand on achète à petit budget, il va falloir bien calculer son coût, acheter bien placé, bien localisé pour être sûr, pour mettre toutes les chances de son côté pour avoir un bon potentiel de plus-value. D'accord. Et donc, dernière question, le fait d'avoir un petit peu cette double présence, beaucoup moins aujourd'hui, je pense, en France et maintenant au Québec, est-ce que ça te donne finalement des opportunités de conseils pour justement accompagner des Français au Québec, ou finalement ça a peu d'influence
Globalement, j'ai la chance d'avoir des clients que je conseillais quand j'étais en France qui m'ont suivi au Québec. Ah, donc oui, en fait. Ouais. Ça m'a lancé au Québec. Quand j'ai lancé mon activité au Québec, j'avais déjà mes premiers clients investisseurs à qui j'avais déjà vendu soit de la défiscalisation, soit des appartements à Paris, soit de la défisc à Montpellier, soit des résidences en Guadeloupe, parce que moi je suis originaire de la Guadeloupe d'origine. Donc ça m'a beaucoup aidé et ça m'a conforté dans un petit peu l'éducation que j'ai reçue, que quand on travaille avec un client, c'est dans le long terme. Donc ils m'ont tous fait confiance. Mes premiers clients ont acheté sans même regarder. Je gère toujours leurs appartements aujourd'hui. Les premiers clients qui ont acheté avec moi quand j'ai eu ma licence de courtier ici, ça fait 5 ans maintenant. Et ils sont jamais venus au Québec. Ah oui, en plus. Ouais. Oui, donc la confiance, elle est absolue là. Bah, absolu, je ne sais pas, mais en tout cas, je les remercie. Ouais. Ils gagnent des fonds de vacances. Ouais. On se parle une fois par an au moment où on fait leur déclaration d'impôt. Ouais. Mais non, on a une super relation. Beaucoup de chance. Bon, alors, toute dernière question. Si tu devais donner 2 conseils à un Français qui souhaiterait investir au Québec, qu'est-ce que tu lui dirais? Ce serait quoi ces 2 conseils? S'il fallait en choisir 2, évidemment, sans doute parmi d'autres, hein, mais 2. Prenez votre temps et faites-vous accompagner par des professionnels. Nicolas, je pense qu'on a fait le tour de la question et une découverte que j'ai trouvée passionnante parce que ça a permis quand même de découvrir un univers de l'immobilier et de la transaction qui diffère quand même très sensiblement de ce qui se passe en France. Globalement, en point commun avec le Québec, il faut se rappeler qu'on parle le français, on ne le comprend pas exactement de la même façon. C'est le seul point qu'on a. C'est le seul point en commun qu'on a. La culture est différente, la façon de faire des affaires est différente, même la notion du bien et du mal n'est pas forcément la même. Les pratiques, les us et coutumes du métier n'ont rien à voir. La vision d'un bâtiment, la vision d'un immeuble, on a un parc immobilier qui est plus récent. Oui. Et beaucoup moins d'attachement à la pierre. Beaucoup moins. C'est un actif. Il est fait pour être amorti. Une fois qu'il est amorti, il est fait pour être démoli, pour être remplacé par du neuf. Les églises vont être transformées en restaurant. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a moins d'affection pour cette pierre. Ça se voit, on le bâtit. Maintenant, ça va très vite. C'est à l'américaine, ça va vite. Donc c'est agréable quand tu es dans le métier, ça va vite. Ça bouge. Donc très différent. En tout cas, je recommande si d'autres professionnels français veulent venir travailler ici, il faut leur prendre son temps, il faut leur commencer ses études parce que c'est normal. Et il y a du fun à avoir. Beaucoup de fun. D'accord. Eh ben Nicolas, on va rester sur cette note positive. Je te remercie infiniment et à très bientôt. Au revoir. À très bientôt, Eric, n'hésite pas. Comme je le disais en introduction de cet épisode, cette rencontre avec Nicolas nous a permis une ouverture dans un pays que nous ne connaissons pas nécessairement, qu'en général en France on apprécie beaucoup, mais que l'on méconnaît si on n'y est pas allé. L'immobilier là-bas, il y a des choses à faire. On a vu que ça fonctionne pas tout à fait de la même manière qu'en France, mais qu'il y a beaucoup de similarités quand même. Il y a surtout une langue qui est commune, donc pour un investisseur français, c'est évidemment essentiel, cette barrière de la langue n'existera pas. Et puis après tout, si vous avez des velléités d'investissement au Québec, n'hésitez pas à contacter Nicolas. Je pense que ce sera un interlocuteur tout à fait fiable et intéressant pour développer, pourquoi pas, votre patrimoine à l'étranger en commençant par le Québec. Donc, Passion Immo épisode 78, c'est terminé. Vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn. N'hésitez pas à me faire savoir si ce type d'épisode qui consiste à aller hors de France pour regarder comment l'immobilier fonctionne vous intéresse. Et puis si ça vous intéresse, j'ai sous le coude des contacts dans d'autres pays et qui pourraient nous permettre cette ouverture d'esprit qui me semble absolument nécessaire quand on s'intéresse à l'immobilier. Je vous dis à très bientôt. Thank you.